Donc, partie 2, hein. Franchement, le mec, il arrête pas de raconter sa vie, je peux pas le supporter. Il se prend pour un daron ou encore un vieux con sur Internet. Donc, on a lancé notre machine et on va revoir les fondamentaux. Maintenant que j'ai fait ma petite intro, là, comme un vieux papy qui radote, euh, ouais, ça c'est ma plus grande des qualités. On va voir un petit peu tout ça. Ok? Donc, bien sûr, on va ne faire que survoler. Je vous ai dit, maîtriser un système d'exploitation, c'est un travail de longue haleine. Ok? Mais comme nous avons discuté précédemment, l'un des principaux arguments de vente et d'utilisation des systèmes d'exploitation, tels que Ubuntu, là on se basera sur Ubuntu, c'est sa légèreté. Alors attention, il y a une philosophie que vous devez comprendre, c'est more is less, ok? Plus, c'est moins, ok? C'est-à-dire que, mais c'est une philosophie, même au niveau du hacking, au niveau de votre propre vie. En fait, on peut faire des choses très complexes à partir de choses très simples. Et plus vous chercherez la complexité dans vos vies, plus vous allez vous perdre en cours de route, en fait. Vous allez vous embrouiller. OK? Le but, c'est d'arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Et ben, pour atteindre cet objectif, le meilleur moyen, c'est pas la complexité, c'est la légèreté. OK? Plus c'est simple, mieux c'est. OK? Un système d'exploitation ultra simple sera ultra sécurisé. Plus le système d'exploitation est complexe, plus il sera faillible. On pourra le pirater. C'est aussi simple que ça. C'est le principe du colosse au pied d'argile. OK? Vous avez beau faire les durs, mais plus vous allez installer d'applications, plus votre système d'exploitation prendra de l'âge, plus il sera complexe et il sera pas en source ouverte, contrairement à Ubuntu, à Linux, genre Windows, et on peut pas auditer le code source. Plus vous verrez qu'il y a des failles. OK? Allez voir les failles, comparer les failles. OK? Comparer les failles sur Windows, comparer les failles sur Linux. Allez voir les CVE. Je ne vous raconte rien. Vous voulez qu'on regarde sur Windows? C'est juste un exemple. Système extrêmement complexe, fermé. Là, à l'heure actuelle, j'ai 9104 failles que je peux utiliser pour pirater un Windows. OK? Pourquoi? Parce que c'est fermé. Parce qu'on peut pas auditer le code source. Parce qu'on sait pas ce qui se passe. Parce que Microsoft, comme plein de sociétés, travaille pour les officines du renseignement. OK? Donc, vous avez un super système d'exploitation qui passe son temps euh, à vous pirater, à vous espionner. OK? Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Revenons à notre sujet. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Donc, je vous ai parlé de ce principe du terminal. Le terminal nous permet d'interagir, en fait, avec la machine. On peut avoir un environnement de bureau, traduisez environnement de bureau par interface graphique, aka GUI, ok? GUI, Graphical User Interface, ok? Interface graphique utilisateur. Donc nous, il va falloir qu'on apprenne à interagir sans la souris, ok? Je vous ai dit, arrêtez la souris. La souris, c'est le mal, ok? Apprenez les lignes de commande. Vous verrez que vous deviendrez bien plus efficace et efficient, ok? Donc le terminal, c'est quoi? C'est purement sexuel, textuel, pardon, et intimidant au début. Bah tiens, c'est marrant, c'est un peu comme le sexe, ok? Au début, ça fait peur. Et puis, je vous ai dit, moi, c'est à 14 ans que j'ai appris à plus avoir peur avec les femmes. Ok? Plus sérieusement. Donc si on décompose certaines commandes, au bout d'un certain temps, on se familiarise rapidement avec l'utilisation du terminal. Honnêtement, pour ça, Kali est génial. Vous vous rappelez que toutes les commandes que je tape, elles sont déjà enregistrées. Ok? J'ai l'historique de mes commandes et croyez-moi, même moi, avec un paquet d'expérience, ça me fait gagner un temps fou. Non seulement ça me fait gagner un temps fou, mais ça m'évite de faire des fautes. Ok? Donc au début, si vous n'avez pas, par exemple, ZSH, hein,
qui est un terminal, parce que des terminaux, on en a un paquet en fait, hein. ZSH, c'est un des terminaux. Mais en gros, ça permet de quoi? Bah de commander, hein. On n'utilise pas, on utilise Bash. C'est grâce à Bash qu'on peut fonctionner, ok? On rentre des commandes Bash et l'ordinateur, il comprend, ok? Mais le Bash, c'est pas uniquement un terminal, en fait. Comprend, pardon, troisième personne du singulier. Le bash, ça peut être aussi, vous pouvez vous en servir pour faire des scripts. Qu'est-ce qu'un script? C'est un programme informatique simple. Ok? Je vulgarise au maximum. Ok? Donc le bash, on peut se servir du langage bash également pour pour se servir bah, de l'ordinateur, ok? On peut lui, à la fois lui assigner des commandes, il va exécuter, mais on peut se servir du langage bash pour faire des programmes informatiques. C'est tout à fait possible. Donc le bash, c'est vraiment la base, hein. Si vraiment vous voulez vous mettre à Linux, les lignes de commande, ok, mais les lignes de commande, tout est dérivé du bash, du langage bash qu'on appelle aussi SH, ok? C'est pour ça que très souvent, vous voyez que mes programmes, ils sont en SH, .sh, ok? C'est-à-dire qu'ils sont interprétés en tant que langage bash. C'est vraiment le programme natif sous Linux, ok? Donc ça va prendre du temps, il va falloir être à l'aise et bah on va voir ça ensemble, ok? Donc tout est textuel, n'oubliez jamais ça. Au début, c'est des hauts temps. Donc on doit être capable d'effectuer des fonctions de base telles que naviguer vers des fichiers, afficher leur contenu, créer des fichiers. Les commandes pour le faire sont explicites une fois que vous savez ce qu'elles sont, naturellement. Donc on va commencer par deux des premières commandes que j'ai décomposées dans le tableau ci-dessous. On a quoi? Allez, on va repasser en anglais. On a la commande et sa description. Donc echo, ça permet d'afficher. OK? Sortir tout texte que nous fournissons. Laissez-moi vous donner un exemple. On n'a même pas besoin de la VM. Si je fais echo coucou, il m'affiche coucou. Il m'affiche pas echo parce que echo, c'est l'appel de la commande. Si je veux afficher echo coucou, qu'est-ce que je fais? Je fais echo coucou, echo coucou. Vous l'avez bien compris. Donc ça, c'est bien, ça permet d'afficher du texte. À chaque fois que vous verrez un programme qui affiche du texte, il se sert de la commande echo en bash. OK? Mais moi, ce que je veux très souvent quand je me sers de la commande echo, je veux l'intégrer, exfiltrer les données dans un fichier. Alors, ce principe d'exfiltration, je sais au début ça peut paraître anodin, ou vous pensez tout de suite, ouais, le gars c'est un espion. Non, l'exfiltration, c'est simplement récupérer des choses en entrée et les récupérer en sortie. Ok? Exactement comme quand je vais pirater une machine, j'exfiltre les données. Qu'est-ce que je fais? Je récupère toutes les données qui sont sur le serveur et je les sors, je les exfiltre vers mon disque dur, ma machine à moi. Ok? Donc ce principe d'exfiltration, vous le retrouverez partout. Je vous parle tout le temps d'offuscation. Eh ben c'est pareil. Exfiltration, c'est un terme que vous verrez partout. Ok? On parle d'exfiltration quand on est en territoire ennemi et qu'on doit sortir d'une zone d'opération, d'un théâtre d'opération, d'un théâtre de guerre. On utilise du jargon militaire en informatique. Mais ça devrait pas vous surprendre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le hacking, c'est des techniques militaires informatiques. Ni plus ni moins. Ok? Donc, écho, coucou, c'est bien. Comment je peux enregistrer coucou dans un fichier? Bah, c'est très très simple. Je vais lui dire écho, coucou. Et je vais lui dire, écoute, tu me l'enregistres dans toto.txt. 4, vous savez que c'est pour lire un fichier. Je vais lui dire, écoute, vas-y, lis-moi Toto. Et il va me dire, bah écoute, première ligne, il y a coucou. C'est bien, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, comment je peux écrire à la deuxième, à la troisième ligne? Bah, je vais lui dire, écoute, écho, caca, on va changer. Et là, je fais deux chevrons.
deux chevrons, pourquoi? Parce que si je faisais echo caca toto.txt, coucou va être remplacé par caca. Ok? Moi, ce que je veux, c'est que dans toto.txt, il y ait première ligne coucou et ensuite caca et ensuite d'autres choses. Et là, je vais lui dire toto.txt. Si je fais un 4, qu'est-ce qui se passe? Coucou, caca. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais mettre troisième ligne. Je vais faire echo, kiki, hein, deux chevrons, toto.txt. Là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que kiki va remplacer coucou? Est-ce que kiki va remplacer caca? Ou kiki va venir à la troisième ligne? Je vous donne la réponse. On a deux chevrons, ça va incrémenter de 1. Ok? Donc là, qu'est-ce que fait le programme? En bash, il regarde, il voit qu'il y a coucou ligne 1, caca ligne 2, je lui mets deux chevrons, eh ben il écrase rien, ni coucou, ni caca, il passe troisième ligne et il va m'ajouter kiki. 4, trop vite, pardon. Ok? Donc on voit bien. Imaginons que je veux remplacer coucou. Coucou, eh ben c'est très simple. Echo, Coco devient coucou. Et là, je lui dis un chevron. Et un chevron, c'est quoi? Ça veut dire, bah, tu me remplaces la première ligne. Coco, hein, dans Toto, TXT. 4, Toto, il a tout écrasé. Ok? Il a tout écrasé. Pourquoi? Parce que je lui ai dit chevron simple. Chevron simple, je lui ai dit, écoute, tu prends la première ligne et tu remplaces tout ce qu'il y a par Coco. Et c'est ce qui m'a fait. On n'a plus coucou, on n'a plus caca, on n'a plus kiki. Ok? Je prends des trucs à la con, je sais, c'est mon gros problème. Donc, vous voyez bien le principe de chevron simple. Je réécris tout le temps la première ligne et le principe de chevron double. Je veux que tu m'exfiltres les données dans un fichier que j'appellerai ce que je veux. Là, c'est toto.txt et tu me l'écris à la ligne. Ok? Si j'avais fait echo coco double chevron toto.txt, si j'avais fait un 4, on aurait eu quoi? Coucou, première ligne, caca, deuxième ligne, kiki, troisième ligne, coco, quatrième ligne. Ok? Donc ça, faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ce principe de chevron. Le chevron permet la redirection. Et moi, je vous le montre tout le temps dans ce sens, mais on peut faire de la redirection comme ça. Ok? Imaginons que j'ai piraté une machine et je vais lui dire, écoute, à partir de la machine piratée, eh ben, toto.txt. Qu'est-ce que je demande là? Grosso modo, hein, c'est très trivial, vous l'avez compris, mais en grosso modo, je vais lui dire, bah écoute, à partir de l'IP de la machine piratée, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères, tu récupères à partir de quoi? De moi, de mon ordinateur, tu récupères quoi? Tu récupères le fichier que je veux. Ok? Donc ça, c'est le principe qui peut paraître un petit peu déroutant au début. C'est le principe de redirection. Ok? C'est, oh, allez, je vais faire une métaphore très triviale. Ok? Moi, je suis Toto. Euh, à ma gauche, il y a Alice. Ok? Donc, je vais donner quelque chose à Alice. Là, si j'inverse, qu'est-ce qui se passe? C'est Alice qui va me donner quelque chose. C'est Alice qui donne quelque chose à Toto. Donc ça, au niveau de la syntaxe, il faut vraiment que vous... On va faire plein d'exercices. Je vais faire des CPF dédiés à la syntaxe Linux. Et vous allez voir que vous allez progresser comme des machines de guerre sur Linux. Ok? C'est vraiment complexe au début. C'est déroutant. Et j'étais moi-même perdu. Hein, vous n'êtes pas les seuls. Si vous débutez sur Linux, c'est extrêmement rebutant. Ne lâchez pas l'affaire. Je vous promets qu'on va faire des exercices et vous deviendrez un administrateur système Linux en peu de temps. Si vous faites des exercices
à la maison, vous allez devenir des machines de guerre. Ok? On fera des CTF dédiés aux bâches. Ok? Je vais en faire. Promis, ça fait un moment que j'y réfléchis. On va faire ça. Et ça viendra même avant le serveur Discord. Parce que le serveur Discord, honnêtement, c'est bien, c'est important, mais si ça permettra à tous les gens de me poser des questions quand ils bloquent sur du TCTF. Ok, ça c'est une bonne chose, je dis pas. Mais vraiment, revoyons les bases avant de se disperser. Ok? Donc ça, c'est vraiment la syntaxe. Et vous savez que si vous vous trompez au niveau de la syntaxe, qu'est-ce que va faire? Eh ben, l'ordinateur, il va bugger, tout simplement. Ok? Comme moi, quand je tape tard sur mon clavier. Donc, c'est vraiment important de connaître la syntaxe. Et ensuite, who am I? Qui suis-je? Littéralement. Ok? Cette commande, vous allez l'utiliser tout le temps. Who am I? Littéralement en anglais, qui suis-je? Ok? Qui suis-je? Eh ben, tape la commande, tu verras. Who am I? Saltimbanque. Ok? Donc ça, vous me voyez le faire souvent, ça me permet de savoir en tant que qui je suis connecté sur la machine. Je sais que je suis connecté en tant que saltimbanque. Saltimbanque, après, il me faut plus de détails. Donc je vais demander l'ID, ok? L'identification au niveau de saltimbanque. Et là, on me dit, bah, écoute, saltimbanque, déjà, il a un UID et un GID. Tous les utilisateurs sur Linux ont un UID et un GID. Quelle est la différence? C'est un identifiant utilisateur et ensuite un identifiant de groupe. Alors là, vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais ça me parle pas du tout. Parle du tout. Eh ben, je vais faire un ls là. Ok? Oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Focalisons-nous là-dessus. Je vous ai fait quelques petites vidéos sur les droits. Eh ben, on va en revenir là-dessus. La première rangée, ok, c'est le user ID. Le user ID, j'ai les droits en read, write, execute. Donc, read, lecture. Donc, je peux lire n'importe quel fichier. Write, je peux écrire n'importe quel fichier. Execute, X, je peux exécuter, mais non seulement je peux exécuter, mais je peux me balader, je peux lister l'ensemble des fichiers dans ce répertoire. Ok? Et là, je suis dans quoi? Je suis dans mon home. PWD me permet de savoir où je suis. Je sais déjà que je suis dans la vaguelette, je suis dans home, saltimbanque. Je suis dans mon home, c'est l'équivalent de votre répertoire personnel sous Windows, je répète. Donc, si on reprend, je vous parlais de quoi au-dessus? Je vous disais UID. Bah, l'UID, c'est quoi? C'est 1000. Ok? En effet, je suis bien saltimbanque. Ça, c'est l'UID. Ça, c'est quoi? C'est le owner. Ok? O. Owner. Propriétaire. Ensuite, je fais partie de quoi? Bah, de 1000. Ah bah, c'est marrant, ça ressemble. Et l'UID, c'est quoi? C'est saltimbanque. Et le groupe, c'est saltimbanque. En effet, je suis bien le owner, je suis bien le propriétaire de la machine, saltimbanque, et je fais bien partie du groupe saltimbanque. Vous le voyez là. Ah, là, on a une différence. Là, c'est root qui fait partie du groupe root. OK? Mais le reste, vous voyez bien que c'est l'UID d'abord et ensuite le GID, le groupe. OK? Donc, au niveau des droits, laissez-moi vous donner un exemple qui parle. Voilà. Ça, ces droits-là, c'est quoi? C'est le honneur. Ensuite, le groupe, trois lettres, trois lettres, trois lettres. Et ensuite, other. OK? Donc, ce qu'on appelle OGO. Pourquoi OGO? Parce que propriétaire, honneur, O, G, le groupe, et O, autre, other, en anglais. OK?
Et donc, on voit bien que là, il nous liste les deux premiers. Et il me dit, bah écoute, RWX, ouais, t'es saltimbanque. Groupe, bah écoute, ouais, tu fais partie de saltimbanque aussi, RWX. Other, on l'a pas. Le other, il est dans notre tête quand on connaît le système de fichiers et on l'a là. On l'a quand même là. Je sais que si je suis pas saltimbanque et que je ne fais pas partie de saltimbanque, eh ben voilà mes droits sur ce fichier. Ok? Là, c'est pareil. Si t'es pas route et tu fais pas partie du groupe route, eh ben, t'as de la chance. Tu pourras quand même écrire, lire, exécuter. Ok? Donc tout ça, on verra plus tard, mais on a des commandes pour changer le groupe. Change group, GRP. Ok? Ou chmod, changer le owner. Ok? OD. Donc le mode, c'est exactement ça. Avec le mode, je vais pouvoir changer tout ça. Ok? Je vous montre un peu. Je fais un touch. Touch, c'est la commande qui me permet de créer un fichier. Et je vais lui dire Toto le hacker. Je crée un fichier Toto le hacker. Je le liste. Il est où mon Toto le hacker? Il est là. Ok? Je viens de créer, grâce à cette commande, un fichier qui s'appelle Toto le hacker, qui pour l'instant ne contient rien. Allons voir un petit peu le détail de Toto le hacker. Donc Toto le hacker, c'est quoi? C'est un fichier. Là, je le sais parce que j'ai un tiret. Si c'était pas un fichier, comment je le verrais? Au niveau des couleurs, ça passerait en bleu, mais je verrais surtout D. D, ça m'indique quoi? Ça m'indique que c'est une directory. Directory, arborescence en bon français. C'est un dossier. D comme dossier. Ok? Retenez-le comme ça sera plus simple. Ok? Dès que vous voyez des traits, eh ben, on voit tout ça, c'est des fichiers. Ça, c'est un dossier. Ça, c'est un dossier. Ça, c'est un dossier. Ça, c'est un dossier. Ça, c'est un fichier. Vous avez compris où je voulais en venir. OK? Donc, tout le temps, quand vous faites des LS, formatez votre esprit. Vous avez toujours tout en haut le nombre de fichiers qui sont présents et après les droits. OK? Les droits divisés tout le temps la première ligne, enfin la première colonne, c'est soit un fichier tiré, soit c'est D. OK? Bon, pour l'instant, ça peut être autre chose aussi, mais j'ai pas envie de vous embrouiller. Soyez très binaire. Soit c'est un D, soit c'est un tiré. Soit c'est un fichier, soit c'est un fichier, pardon, soit c'est une arborescence. OK? Pour l'instant, on va faire très simple. Et après, on a le fameux OGO, les groupes. Donc là, ça doit vous paraître compliqué, mais moi, je le vois tout de suite. Je sais que le propriétaire O, saltimbanque, a quoi? Les droits, trois premières lettres, RWX, droit en écriture, lecture, exécution. Si tu fais partie du groupe saltimbanque, t'as le droit à quoi? Un, 2, 3. T'as le droit juste à lire et à exécuter, à te balader dans l'arborescence, dans les fichiers, mais tu ne pourras pas les écrire. Et si jamais t'es autre, tu fais pas partie du groupe saltimbanque et tu n'es pas saltimbanque, tu auras également les droits de juste lire, read, et d'exécuter. Mais on a un tiret, on voit que contrairement à là, on n'a pas écrire, W. Ok? Donc comment je peux modifier les droits? Je vais vous montrer maintenant, je vais modifier les droits pour Toto le hacker, et je vais lui dire sudo chmod, et là je vais te donner les droits en lecture, écriture, exécution. Alors je peux faire un RWX sur Toto. Alors, c'est pas ça qu'il faut, c'est ça. Ok. Je viens de lui donner les droits. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, tu m'ajoutes. Avant, t'avais que RW, donc lecture, écriture, pas d'exécution. Là, je viens de te donner plus RWX. Ok? Je veux faire l'inverse. Je vais lui dire, écoute, eh ben, tu vas me faire moins. Là, je te retire les droits. Saltimbanque se retire les droits en écriture, lecture,
écriture, exécution. J'ai plus les droits. Personne a les droits. Ok? Quand vous voyez ça, interprétez-le bien. Je vous ai dit quoi? Ça, c'est un fichier. Premier. Ça, c'est un fichier. Il nous reste ça. Prenons les trois premiers. Je vois quoi? Saltimbanque. Saltimbanque, il a le droit à rien. Le groupe Saltimbanque, trois suivants, il a le droit à rien. Et ensuite, autre, other, il a quoi? Il a le droit également à rien. Ok? Je me rajoute les droits. Moi, je suis saltimbanque. Pas de problème. Ok? Donc là, il n'y a pas de souci. On voit que je peux tout à fait modifier les droits. C'est pas un problème. Vous verrez que c'est plus compliqué après dans les faits, mais déjà, on peut à nouveau manipuler les droits. Ok? Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un change group. Change group, on verra plus tard. C'est juste pour vous montrer. Mais je peux lui dire, écoute, Toto hacker, change group root, Toto le hacker. Donc là, il me dit que j'ai pas les droits. C'est normal. J'ai pas fait d'élévation de privilège. Ok. Si je fais un ls, ah merde. Avant, le fichier Toto le hacker, il était dans le groupe Saltimbanque. Maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fait un change group. Je lui ai dit, je veux que tu sois root sur Toto le hacker. Et en effet, il m'a bien changé les droits. De quoi? Du groupe en termes de route. Maintenant, je suis route. Ok? Donc, vous voyez comment on peut bidouiller. Et après, je vous ai dit la base octale, en fait. Vraiment, vous gagnerez beaucoup plus de temps. Alors, vous pouvez faire, je me rappelle plus de la syntaxe parce que moi, j'utilise tout le temps, je vais vous montrer. J'utilise tout le temps cette syntaxe, en fait, en octale, en base 8 en fait. Après, il y a des gens qui sont à l'aise, d'autres qui le sont pas. Mais chmod 777, Toto le hacker, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire RWX, RWX, RWX. On teste? Ok? Qu'est-ce que je veux? Je veux modifier pour Saltimbanque maintenant les droits. Je vais le passer. J'ai fait quoi? chmod 667, 767. Maintenant, je le passe en 667. Quelle est la différence? Ben, j'ai plus le droit en exécution. Ok? Et donc, c'est tout ce principe. Euh, Ça, il va falloir l'apprendre. C'est un peu casse-couille au début. Je veux bien vous l'accorder. Mais si vous maîtrisez ça, vous commencerez à être à l'aise. Ok? Sous Windows. Donc, je vous montre. Imaginons que je veux juste la lecture pour le propriétaire, l'écriture pour le groupe et l'exécution pour all. Que je dis other. Other, all, c'est pareil. Ok? Sous la forme de RWX, eh ben, on aura la modification en RWX ou soit sous la forme octale. Ok? Puisque bah, R représente le droit en lecture, W représente le droit en écriture, X le droit en exécution. Ok? Et bah, on a le système octal. Ok? X, il est égal à quoi? À 1. W est égal à 2. R est égal à 4. À partir de là, je peux tout à fait tout combiner. Ok? Si je veux RWX, j'ai dit quoi? R4, 4 plus 2 plus 1 est égal à 7. Ok? Si je veux que le groupe soit uniquement sur R c'est quoi? C'est 4. Ok? Plus 0 plus 0 est égal à 4. Je veux que le groupe ait uniquement les exécutions, eh ben, X, il faut qu'il soit à 1, lui 0, lui 0. Donc 0 plus 1 est égal à 1. Ok? Donc si on doit faire RWRR, comment je calcule ça? Allez, je zoome, on va reprendre que vous compreniez bien. RW tiré. Ok? Donc je commence par là. R
pour moi, c'est 4. Il veut R. R est égal à 4. Ensuite, on a W. W, il est égal à 2. Donc, 4 plus 2. OK? Ça fait 6. Je retiens. 3 prochaines lettres. On a quoi? On a juste R. Donc, 0. On a 4, pardon. 0, 0. OK? Et pour les autres, other ou all, on a également que R et ensuite 0, 0. Donc, R, dans ma tête, 4, 0, 0. Donc, 6, 4, 4, 644. Notre fichier Toto. OK? Donc, je sais que c'est extrêmement compliqué et au début, vous serez pas à l'aise. Avec la commande ls, c'est la plus chiante. Vous allez pas comprendre les droits utilisateurs, ça va vous saouler. Mais il faut bien comprendre le système Octal. Et même, j'ai envie de vous dire, une fois que vous maîtriserez le système en base 8, mais tout ça, les RWX, B, C, vous en servirez plus. Alors, je vous ai dit ça peut être soit un tiré, c'est un fichier, soit c'est D, c'est un dossier. On va aller un peu plus loin. OK? Tiré pour un bête fichier normal. D pour un répertoire. P pour un tube. OK? On verra les pipes. Vous comprendrez P comme pipe, P comme pipe. B ou C pour une périphérique. OK? Si vous travaillez sur un support amovible, eh ben, B, C, c'est tout à fait possible. Et L, c'est quoi? C'est link. Link, c'est ce qu'on appelle un lien symbolique. Je résume. Sous Linux, vous pouvez à la fois créer des liens en dur. Je m'explique. Toto le hacker, qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est un fichier présent sur ma machine. OK? Toto le hacker, il est présent. Maintenant, Alice n'est pas saltimbanque. Elle a besoin de travailler sur le fichier Toto le hacker. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux possibilités. Soit je crée un lien physique, donc dit en dur, OK? Soit je crée un lien symbolique. Symbolique, dans votre tête, ça va vous embrouiller. Dites-vous que c'est un simple raccourci Windows. OK? Qu'est-ce qu'un raccourci Windows? Ce sont les icônes qui sont présents sur votre bureau. OK? Sous Windows. Eh ben, un lien symbolique, c'est un simple raccourci. C'est ce qu'on appelle un link. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil. Quelle est la différence? Eh ben, la différence en soi, c'est au niveau de l'espace et de votre système de fichiers. Au niveau de l'espace, pourquoi? Parce que si je fais un lien en dur, un lien physique, je vais avoir quoi? Toto, le hacker, mon fichier, qui va être multiplié par 2. On aura deux fichiers Toto, le hacker. OK? Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, bah, ça veut dire que ça va prendre 2 fois plus de place sur mon disque dur. OK? Donc, si Toto fait 144 kilo-octets, KO, OK? Eh ben, si je crée un lien en dur, eh ben, mon disque dur qui est vierge, maintenant, il avait 144 kilo-octets d'utilisé, il va passer à 288. OK? Puisque je viens de doubler l'espace au niveau du disque dur, puisque j'ai copié, j'ai fait un doublon d'un fichier de 144 KO. Donc maintenant, mon disque dur utilise 288 KO. C'est multiplié par 2. Rien de bien compliqué. Alors l'avantage, c'est quoi? Bah l'avantage, c'est de faire un lien symbolique. Quel est le principe du lien symbolique? Le lien symbolique, il va être égal à 0 en fait, ou à un octet. Avec un octet, un byte, vous pouvez stocker hein, les métadonnées en fait, hein, du fichier. Je vais travailler sur les métadonnées. Qu'est-ce que ça va me permettre? Eh ben, Alice, quand elle a besoin de bosser
sur le fichier qui s'appelle Toto le hacker, plutôt que venir copier le fichier sur son ordinateur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se créer, ou l'administrateur, et je passais mon temps à créer des putains de liens symboliques pour des salariés, et ça m'a gavé, mais c'est comme ça que j'ai appris Linux. Je vais créer des liens, des raccourcis, et avec ces raccourcis, qu'est-ce que va faire Alice? Eh ben, elle va appeler le raccourci et accéder au fichier Toto, le hacker. Quelle est la conséquence? Tout le monde peut travailler. Bon, je fais des fautes, hein, je suis fatigué. Mais tout le monde peut travailler, mais il n'y a qu'un fichier qui est modifié. Un seul fichier est modifié. Ok? Donc ça veut dire que Alice, qui est en Afrique du Sud, eh ben, elle va se connecter à l'ordinateur, par exemple, de Toto, et accéder au fichier, comme si elle était sur la machine. Ok? Et là, en termes d'espace disque, ça prend rien. Ça prend rien. Ok? Donc je peux avoir des milliards d'utilisateurs. S'ils ont, elles, le link, eh ben, ils pourront tous travailler sur le même fichier. Ils ont plus besoin de quoi? De copier le fichier sur leur ordinateur pour pouvoir travailler dessus. Ok? Je fais des fautes, hein. Excusez-moi. Vous avez compris le principe. Ça, c'est le lien symbolique. Donc, dès que vous avez l'opportunité, créez constamment des liens symboliques. Ça prend très peu de place et ça permet quoi? Bah, ça permet ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un raccourci. Vous allez me dire, ouais, ça, c'est un icône. Non, ça, c'est pas un icône. Toi, tu vois un icône. Mais c'est pas un icône. C'est un lien symbolique. Ça, ce sont des liens symboliques. Qu'est-ce que me permet le lien symbolique? Quand je clique sur web, ça m'ouvre le lien symbolique. Le lien symbolique, là, il pointe vers quoi? Vers home, saltimbanque, bureau, web. Et là, j'ai mon serveur web. OK? Donc, bien comprendre. Lien physique, lien symbolique. OK? Ça, c'est super, super, super important. Donc, si nous voulions écrire et sortir le texte try avec me, qu'est-ce qu'on fait? Revenons à nos moutons. On fait echo try hack me. OK? Et si ça lui plaît pas, on le met, comme c'est un string, c'est une chaîne de caractères, on le met entre double guillemets pour bien faire comprendre à l'ordinateur que c'est une chaîne de caractères qu'on veut. Ok. Euh, T'es en train de rigoler ou tu veux les majuscules? Tu veux tout coller? T'as décidé de me faire chier. Ok. Laissez-moi vous montrer que ça soit bien clair. Ok. Echo try hack me dans hack me.txt. Mais je suis même pas obligé. Je fais hackme. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un nouveau fichier hackme. 4 hackme try hackme. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Try hackme. Double guillemets. Et je veux dans hackme. Vous croyez vraiment que ça va faire une différence? Ou ça va être strictement la même chose? 4. C'est exactement la même chose. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on s'emmerde à mettre des guillemets simples ou des doubles guillemets? C'est que parfois, et vous l'avez vu, quand on va casser des haches, quand on va commencer à pirater, eh ben on a à la fois de l'alpha numérique et on a à la fois
quoi? Des caractères spéciaux. Ok? Ces caractères spéciaux, eh ben, l'ordinateur, lui, il va les interpréter autrement. Donc, si je veux récupérer cette chaîne de caractères super bizarre, le meilleur moyen pour que l'ordinateur comprenne, et là, c'est exactement ce que me dit mon terminal. Il me dit, écoute, t'es dans le terminal, écoute, je suis en train de parser les données, je suis en train de trier les données que tu me donnes en entrée, et là, j'ai un problème au niveau de la syntaxe. Pour moi, là, je crois que tu es en train d'essayer de me faire comprendre que tu es en train de lancer une ligne de programmation en bash. Je comprends pas là ce que tu es en train de me dire. Donc, plutôt que lui dire, écoute, t'inquiète, tu vas comprendre, eh ben on lui dit, écoute, ça, il n'y a pas de problème. En gros, prends pas, tu prends en compte ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Qu'est-ce que je viens d'injecter dans ma chaîne de caractères? Qu'est-ce que ma chaîne de caractères? C'est un lien. C'est un lien hypertexte. C'est un lien HTTPS vers try, acme. Là, il le comprend. Là, bah là, il me dit oui, il n'y a pas de fichier. Mais il le comprend. Il le comprend tout à fait. Comment je sais qu'il le comprend? C'est que là, regardez, là, il me dit il y a une erreur, je peux pas cliquer dessus. Là, il a compris que c'était un lien hypertexte. Qu'est-ce que je fais? Ouvrir? Qu'est-ce qu'il fait? Il l'ouvre, il comprend, il l'interprète correctement. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on va terminer par là. Quel est le nom d'utilisateur lorsque vous êtes connecté à la machine? Bon, je vais devoir me connecter à la machine. Pas de chance. Comment je me connecte à une machine que je n'ai pas? Eh ben, on va se connecter tout simplement en SSH. Ok? Je connais pas d'ailleurs. Ils nous ont pas dit ces fils d'enfoirés. Comment je me connecte en SSH? C'est quoi le mot de passe? S'ils nous le mettent là, je peux taper? Non. Euh, ok, ils nous donnent pas le compte. Ils sont vraiment trop cons, quoi. Bon, c'est vraiment les bases, hein. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, je sais même pas comment la lancer. Bon, écoutez, je le ferai demain, hein, je vais m'arrêter là ce soir. Je vous montrerai comment se connecter, puisqu'on n'a pas le compte à la machine. Je vais essayer de me connecter quand même. On va essayer Ubuntu à l'adresse IP. On va tester. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me connecte en SSH. Je vais me connecter en tant qu'Ubuntu, hein, le nom de l'utilisateur et l'adresse IP. Alors, j'ai pas ma connexion VPN, ça va pas marcher. Allez, emballer le mec. On va pinguer la machine, voir si elle répond. Elle répond pas. Pas bon signe. Ça veut dire que j'ai un problème de transmission. Est-ce que le VPN est lancé? Non. Le VPN merde. Donc, je relance sudo service. Je relance mon service OpenVPN. Je lui demande un restart. Et je relance ma commande pour me connecter. Ok, là, ça marche. Et là, je me reconnecte. Il me dit, veux-tu accepter? Oui, j'accepte. Quel est le password? Je vais dire Ubuntu. C'est pas ça, bien sûr. Entrée, entrée. Donc là, j'ai pas le mot de passe, mais je pourrais tout à fait me connecter à la machine. Et pour savoir qui est sur la machine, je ferai Who am I. On verra ça dans la troisième vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. Ciao, ciao.